Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour démarrer, je vous propose une série de 4 épisodes sur le thème temps de travail et attractivité. Comment innover sur l'organisation des temps de travail pour améliorer le bien-être et l'efficacité et contribuer à rendre votre entreprise attractive. Vous pourrez écouter le retour d'expérience de 3 dirigeants qui ont innové sur cette organisation du temps de travail et le témoignage de plusieurs de leurs salariés. Pour cet épisode bonus, je vous propose de croiser, de façon complémentaire, le regard d'experts intervenant notamment sur le sujet du temps de travail. Nos invités du jour sont Marie Benedetto Meyer, sociologue, et Johan Gontier, juriste en droit social. Bonjour Marie et Johan, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, Marie Benedetto Meyer. Moi, je suis maîtresse de conférences en sociologie, donc j'enseigne et je fais de la recherche. Et mes travaux portent précisément sur les transformations du monde du travail en lien avec les outils numériques. Donc c'est une entrée particulière qui me permet de croiser évidemment, on va y revenir, les questions de temps de travail, mais avec un angle particulier qui est celui de la multiplication et de l'intensification des usages du numérique. Je suis Johan Gontier, je suis avocat au barreau de Rouen, associé du cabinet Epona Conseil. J'interviens exclusivement en droit social et plus particulièrement en matière de négociation collective et d'aménagement du temps de travail auprès d'une clientèle composée d'entreprises, TPE, PME, grands groupes. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à vous dire tous les deux sur ces sujets-là. Je pense, Johan, qui travaille aussi beaucoup sur les enjeux de droit à la déconnexion et en lien avec l'intensification également du travail. Donc, première question à tous les deux, et peut-être Marie, ta première réaction. Quels sont les enjeux du temps de travail en croisant vos regards à la fois de sociologue et de juriste. Quand on parle de temps de travail, quels enjeux est-ce que cela soulève ? Marie, est-ce que tu peux nous apporter quelques éclairages sur ce qu'apporte la sociologie sur cette notion ? Bien sûr. Alors, la question du temps et des temporalités, elle est évidemment centrale en sociologie du travail. C'est vraiment une question phare depuis les débuts de la sociologie du travail sur les cadences dans le monde ouvrier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du télétravail des cadres. Donc, c'est une notion clé, mais en même temps qui est très difficile à saisir parce qu'elle est vraiment multiforme. C'est toujours difficile à mesurer. Le temps de travail, c'est un objet qui paraît simple et objectif. Et en fait, quand on essaie de le quantifier, il échappe toujours un petit peu aux définitions qu'on veut en faire. Alors évidemment, il y a le temps de travail théorique. On sait que en France, les salariés sont à 35 heures semaine, mais ça ne veut pas dire grand-chose par rapport au temps de travail réel. On sait qu'il y a du temps de travail qui est invisible. On va travailler, on va regarder ses mails pendant les vacances pour gagner un petit peu de temps et on ne sait plus trop si c'est du temps de travail ou si c'est du temps gagné sur le travail. On a du travail donc en débordement, on a des activités par exemple où il est très difficile de compter son temps. Je pense par exemple aux assistantes maternelles, par exemple dans une interview, une assistante maternelle qui me disait moi mon temps de travail il commence quand les enfants je commence à les garder, alors qu'en fait je range ma maison avant, après. Est-ce que ça c'est du temps de travail ? Je ne sais plus, je sais pas. Donc il y a une porosité autour du temps de travail. Est-ce qu'il faut le compter à la semaine ? Est-ce qu'il faut le compter au mois ? Est-ce qu'il faut le compter à l'année ? On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées à l'annualisation du temps de travail
Il y a eu vraiment une grande tendance à l'annualisation au moment où on est passé à 35 heures, donc il y a une vingtaine d'années, qui fait que c'est amusant parce qu'on continue de parler du temps de travail à la semaine, on continue d'avoir cette référence des 35 heures, alors qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Alors peut-être juste pour donner quelques éléments statistiques, l'ADARES, qui est donc le service statistique du ministère du Travail, a sorti en 2019 quelques éléments et nous dit que de 1975 à 2018, on est passé de 1957 heures de travail par an à 1609 heures, c'est-à-dire qu'on a perdu 305 heures de travail par an et par personne. Donc c'est une baisse vraiment significative. Depuis, ça s'est à peu près stabilisé. Alors comment on l'explique? On l'explique évidemment par les lois sur la réduction du temps de travail. On est passé à 39 heures, puis à 35 heures. Mais on l'explique aussi par un grand essor du temps partiel et notamment par toutes sortes de politiques publiques en faveur de publics un peu éloignés de l'emploi, des jeunes, des seniors, des femmes, qui finalement sont rentrés sur le marché de l'emploi avec des contrats aidés ou en tout cas avec des contrats qui facilitent le temps partiel. Donc, vous voyez déjà, on est sur des moyennes qui en fait ne veulent pas dire grand-chose. Il y a quand même, c'est intéressant parce qu'on voit quand même une tendance à la baisse du temps de travail, mais ça masque des disparités énormes entre salariés avec un travail qui, on va y revenir, mais qui s'intensifie pour certains, et puis cette augmentation du temps partiel de l'autre. D'accord. Bah, merci pour tous ces éclairages. J'imagine que ça a fait réagir aussi Johan avec son regard voilà, fin de juriste sur ces différentes notions. Alors, le temps de travail, c'est quand même un domaine très réglementé en France. Et quel regard est-ce que tu portes, toi, en tant que juriste, sur ces évolutions et les enjeux, du coup, incarnés par le temps de travail aujourd'hui? Alors effectivement, c'est un domaine extrêmement réglementé et c'est un domaine qui a fait l'objet de plusieurs évolutions législatives au cours des dernières années. Je dirais même que c'est peut-être le domaine en droit du travail qui fait l'objet le plus d'évolution. C'est-à-dire que en fonction de l'évolution du monde du travail, en fonction de l'évolution de la société également, on voit qu'il y a des vraies tendances en la matière et que le législateur réagit. Alors effectivement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, la grande loi en la matière, ça a été les lois Aubry dans les années 98, 2000, 2002, au moment où on a réduit le temps de travail de 39 à 35 heures. Mais depuis, on a eu une intensification des lois en la matière. Je pense notamment à la loi Fillon en 2003, qui est notamment agi sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Puis on a eu une loi du 4 mai 2004, une grande loi fondatrice en matière de durée du travail, qui est la loi du 20 août 2008, une loi en 2013 qui est venue réglementer partiellement la question du temps partiel, une loi également en 2015 avec quelques ajustements, la loi Rebsamen 17 août 2015, la loi El Khomri 8 août 2016 qui est venue, elle, complètement refonder l'ordonnancement du Code du travail en matière de durée du travail, et puis évidemment plus contemporain, les ordonnances dites Macron de septembre 2017, qui sont venues apporter un certain nombre de modifications en matière de réglementation de la durée du travail, et notamment de possibilités pour l'entreprise d'aménager différemment et autrement qu'à la semaine, en réaction à ce que disait Marie tout à l'heure, les modalités de décompte et d'aménagement du temps de travail. Donc effectivement, on voit que c'est une matière qui est extrêmement vivante. C'est presque un peu le bras armé du gouvernement en la matière, et quels que soient d'ailleurs les gouvernements successifs, sur la question de l'emploi, parce que évidemment, quand on travaille sur la question de la durée du travail, derrière il y a aussi cette visée politique au regard de l'état de l'emploi dans le pays et du taux de chômage. Donc des évolutions au cours des 20 dernières années, effectivement, qui ont été extrêmement importantes en la matière.
avec ce passage de 39 à 35 heures et une intensification des possibilités d'aménagement du temps de travail au sein des entreprises. Ça veut dire concrètement que depuis une vingtaine d'années, on a davantage ouvert la possibilité pour les entreprises de faire différemment, c'est-à-dire de décompter le temps de travail autrement qu'à la semaine, notamment sur l'année. On y reviendra peut-être après. Il y a eu cette tendance, effectivement, dans les années 2000, de passer un décompte du temps de travail à l'année, ce qui n'est plus forcément le cas dans le contexte actuel, mais parce que aussi en 20 ans, le monde a un peu changé. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que au travers de ces différents outils, eh bien, on a plus une seule modalité de décompte du temps de travail. Cette notion de temps de travail, elle va être très différente d'un secteur d'activité à un autre et au sein d'un même secteur d'activité, d'une entreprise à une autre. Donc, c'est à la fois cet aspect de grandes évolutions, des nouvelles tendances aussi avec les enjeux d'annualisation. Et on a bien noté cette notion d'intensification et puis une diminution, mais qui finalement s'est stabilisée aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que vous évoquez tous les deux, justement, qu'est-ce que vous observez, comment les entreprises réagissent à ces tendances, ces évolutions, ce cadre réglementaire qui évolue? Est-ce que vous observez des nouvelles pratiques et des innovations? Et voilà, avec la crise Covid, on a connu un très fort développement du télétravail. Est-ce que le télétravail est venu bousculer aussi à son tour cette organisation ou pas de temps de travail? Est-ce qu'il y a eu des grands changements suite un plus fort développement du télétravail également? Alors peut-être, Johan, toi, avec le regard justement qui suit les négociations et les accords d'entreprise, est-ce que tu observes des changements voilà, ces dernières années et ces derniers mois sur l'approche temps de travail des entreprises? Alors effectivement, il y a eu des évolutions extrêmement importantes sur l'approche des entreprises en matière de temps de travail depuis la crise sanitaire qu'on a connue en 2020. Et ça se traduit notamment par une mise en place beaucoup plus généralisée du télétravail, mais pas que. Et j'ai envie de dire que pour la plupart des entreprises, en tout cas c'est le sentiment que j'ai au regard de celles que j'ai pu accompagner, c'est que la mise en place du télétravail a été presque un prétexte pour réaménager plus globalement, pour remettre à plat plus globalement les règles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail au sein des entreprises. Parce que effectivement, le monde a changé avec le Covid, et ce qu'on observe, c'est un phénomène qui est un peu double à mon sens. Premièrement, effectivement, on a des attentes de la part des salariés qui ont changé. Cette crise sanitaire, elle a conduit un certain nombre de salariés à faire valoir auprès de leur employeur qu'elles voulaient davantage de temps et qu'elles voulaient une meilleure conciliation en fait des temps de vie, notamment entre le temps de travail et le temps réservé à la vie personnelle et à la vie familiale. Donc on a ce premier élément. Deuxième élément, et qui a été un peu contemporain de la crise sanitaire, c'est le contexte inflationniste que l'on connaît depuis l'année dernière, depuis 2022, et qui a conduit là un certain nombre de salariés à avoir des revendications en matière de pouvoir d'achat, qu'on comprend tout à fait, hein, effectivement, au regard du contexte que l'on connaît à l'heure actuelle. Ce qui a conduit un certain nombre d'entreprises à réfléchir à des nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail qui avaient une double visée, à la fois accorder davantage de temps aux salariés et en même temps redonner du pouvoir d'achat. Et le point d'équilibre à trouver entre ces deux notions n'est pas évident, parce que on a l'impression qu'il y a presque quelque chose de paradoxal d'ailleurs en la matière. On dit moi je veux travailler moins, ou en tout cas je veux avoir une meilleure organisation dans mes temps de vie, et dans le même temps il y a un contexte conjoncturel qui me conduit à revendiquer un meilleur pouvoir d'achat, et donc peut-être
une augmentation de mes salaires, mais qui peut s'accompagner ou pas d'une augmentation du temps de travail. Alors, je fais un petit aparté, juste pour, évoquer les premiers épisodes, voilà, de la série Mmh. où, cette notion-là a pu être évoquée, notamment dans le cadre d'un cas où, la semaine de 4 jours avait été mise en place, mais qui permettait aussi à une des collaboratrices d'éviter, qui habitait à plus de 30 kilomètres, de faire un aller-retour, en voiture, donc moins de temps de trajet et un gain aussi, économique et conciliation vie pro, vie personnelle et je pense également, à la question des jours de repos et temps de coupure, voilà, qui étaient organisés lors du troisième épisode sur un boulanger qui a témoigné. Mais donc on voit donc ce paradoxe aujourd'hui au niveau des attentes. Alors Marie, en tant que sociologue, justement, quel regard sur est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles attentes au travail? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer cette typologie de temps de travail? Je crois que Michel Allemand a abordé qu'il y a différentes notions. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont porteuses d'un regard totalement différent ou pas sur les Mm. attentes au travail? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec le constat qui est fait par Johan, hein. C'est vrai que on voit finalement des choses assez paradoxales et ambivalentes, hein, dans les attentes et dans la manière dont elles se traduisent finalement par des mesures concrètes dans les organisations. Alors en effet, moi j'aime bien reprendre une typologie qui a été proposée par Michel Lallemand il y a une vingtaine d'années sur la distinction entre le temps de travail, le temps au travail et le temps du travail. Alors le temps de travail, c'est celui dont on a parlé, hein, autour de la question de la mesure du temps de travail. Alors le télétravail, comme le disait Johan, ça a été en effet, hein, l'occasion parfois de repenser l'organisation du temps formel, d'où finalement cette explosion là de réflexion sur la semaine de 4 jours, hein, qui est en fait un vieux sujet qui revient aujourd'hui parce qu'on voit bien que le télétravail a remis finalement sur le devant de la scène ces questions de temps de travail, de mesure du temps de travail, de rationalisation, hein, aussi du temps. Et donc en effet, par rapport à des aspirations, mais donc ça, on est vraiment sur l'organisation formelle du temps. On n'a pas encore parlé de l'explosion aussi du forfait jour, hein, qui fait que on ne compte plus forcément son temps à la journée, mais qui fait évidemment, qui provoque une intensification du travail. Alors justement, ça c'est le temps au travail, c'est-à-dire comment j'organise mon temps dans mon activité de travail. Et là, on l'a dit à plusieurs reprises, on constate une intensification et une densification du travail. Une intensification parce qu'on va travailler plus, hein, de manière plus intense. On va peut-être y revenir, mais on a des notifications qui nous sollicitent en permanence, des mails, une norme aussi d'immédiateté, hein, qui nous oblige à répondre le plus vite possible aux sollicitations, voilà, qui font qu'on est sur une intensification du travail, une densification du travail parce qu'on va aussi chasser les temps morts. Je m'intéressais il y a pas longtemps au petit module de formation qu'on appelle mobile learning, hein. Ah ben tiens, j'attends le bus, je vais vite suivre une petite formation à distance. Ben là, c'est vraiment une densification, c'est-à-dire qu'on va finalement utiliser des temps de respiration, des temps morts, hein, des temps qui permettent finalement aussi d'avoir des petites coupures dans l'activité. On va les combler par des temps de travail ou des temps qui s'apparentent au travail. Et puis, il y a cette question du temps du travail, hein. Quelle est la place du travail dans le temps de vie? Et c'est ça la question sur les attentes, elle se retrouve ici. Alors, il y a des débats très nombreux en ce moment sur le rapport au travail. Est-ce qu'on assiste à une grande démission? Est-ce que les jeunes ne veulent plus travailler? Alors, il faut être très, très nuancé sur ces dimensions-là. Les jeunes, je ne sais pas. Il faut déjà pas confondre des effets de génération et des effets d'âge. On a vite tendance à dire les jeunes d'aujourd'hui. Bon, bah, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont juste jeunes, hein, donc ils arrivent sur le marché du travail. En effet,
avec des éléments de contexte, économiques, sociaux, qui font qu'ils ont évidemment des particularités, mais ils découvrent en fait le monde du travail et ils le découvrent voilà, dans un contexte qui en effet va peut-être susciter chez eux un petit réflexe de préservation de soi parce que ils constatent ces intensifications du travail, ils constatent une dégradation des conditions de travail et ils rentrent voilà, en activité avec sans doute un peu plus voilà, de vigilance. Et puis, donc, il y a ces aspirations dont parlait Johan qui sont compliquées à gérer. Alors, le temps du travail, qu'est-ce qu'on peut dire comme grande tendance? Alors, oui, le travail a toujours une importance fondamentale dans la vie économique et dans la vie sociale. Bien sûr, en cette période d'inflation, ça revêt une importance parce que c'est toujours une source principale de revenus, mais aussi les études disent toujours la même chose, le travail est toujours une valeur centrale, on se définit toujours par son travail et ça n'est pas près de s'effondrer. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le temps du travail, il est finalement entrelacé avec d'autres temps. J'arrive en emploi, on sait que on assiste à un très grand développement, par exemple, de l'apprentissage. Donc, ça veut dire que le temps de formation et le temps de rentrer dans l'activité, ils sont finalement confondus. Donc, difficile de dire à quel moment on quitte les études et à quel moment on rentre dans l'emploi. Dans le cours de l'activité, je vais avoir des congés. Congés parentaux, congés formation. Donc on reprend aussi là un brouillage dans la vie de travail avec cette aspiration à concilier évidemment temps de travail avec temps personnel, mais aussi temps de travail avec montée en compétences ou développement d'autres activités. Ça peut être un engagement associatif, un engagement citoyen. Donc on voit que finalement, on va vouloir articuler davantage des temps, mais en gardant cette centralité du temps de travail, mais avec d'autres temps. Et puis avec la fin de la vie active et l'arrivée de la retraite, on a aussi beaucoup de mesures en faveur d'un temps partiel senior, où là aussi, on va avoir un brouillage entre le temps de l'activité et le temps de la retraite. Donc c'est plutôt une affaire de brouillage que véritablement de disparition. Ça fait quand même longtemps qu'on nous annonce soit la fin du travail, soit la fin de la valeur travail. Je ne crois pas que ce soit d'actualité, mais par contre, il faut être très attentif en effet à ces aspirations et à la manière dont elles se traduisent concrètement dans les organisations, avec des choses qui sont de l'ordre de l'assouplissement, de la flexibilité, qui donnent du souffle, et puis d'autres qui finalement responsabilisent, individualisent, et là c'est peut-être plus source de tension. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et merci pour cet éclairage qu'on entend, voilà, en tant qu'intervenante, je peux être amenée à entendre des fois beaucoup de généralités ou d'idées reçues sur voilà, les générations d'aujourd'hui au travail. Donc, il y a toute une approche aussi à porter pour accompagner sur ces sujets les entreprises. Dans ce que tu disais, il peut y avoir à la fois des apports et des tensions aussi. Est-ce que ça signifie que finalement, les changements que vous observez tous les deux sur le temps de travail mené par les entreprises, que ce soit l'annualisation, des accords d'annualisation, je ne sais pas, la semaine de 4 jours, la généralisation du télétravail, est-ce que c'est forcément positif ou est-ce qu'il y a finalement, est-ce que ça rend forcément les entreprises plus attractives ou est-ce qu'il y a également des aspects de vigilance à avoir et des effets peut-être négatifs aussi qu'il faut pouvoir identifier? Alors Marie, je crois que par exemple, tu avais l'exemple d'une entreprise qui était passée en ce qu'on appelle full remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Et finalement, qu'est-ce que d'extérieur on peut se dire voilà, que ça peut être une entreprise très moderne, mais finalement, voilà, est-ce que c'est pour autant synonyme de modernité dans l'approche managériale Oui, alors par exemple le full remote c'est intéressant parce que on a pu dire au moment de la crise que c'était vraiment l'avenir et qu'on allait tous travailler 100% de chez soi et que c'était un facteur en effet d'attractivité. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans la valorisation finalement de ce genre d'organisation du travail. Je sais que sur les moteurs de recherche, par exemple l'APEC, il y a maintenant l'indication télétravail. On peut chercher
on peut cocher la case télétravail pour filtrer finalement des offres. Donc ça veut bien dire que c'est un élément important d'attractivité des entreprises. Mais évidemment derrière, ça veut c'est toujours la même chose, hein. Il ne faut pas généraliser et il faut vraiment tenir compte des spécificités de l'activité et de l'organisation du travail. Déclarer le télétravail sans réfléchir à l'organisation du travail, ça n'a pas de sens. Alors en effet, par exemple, une entreprise avec qui j'avais pu échanger sur un fonctionnement en full remote, voilà, c'était extrêmement bien vécu, hein, par les personnes qui exerçaient cette activité. Mais en creusant un petit peu avec eux l'organisation du travail, moi j'avais été vraiment frappée par une obligation finalement de standardisation très forte des pratiques, de normalisation. En fait, comme on n'a pas de temps collectif, on a très peu d'échanges et qu'il faut vraiment rationaliser tous ces temps-là, parce que chacun travaille à son rythme, en plus c'est une entreprise internationale, il y a du décalage horaire, etc. Donc en fait, il faut vraiment organiser très fortement les échanges. Donc, lorsque j'ai fini de travailler ou lorsque j'ai quelque chose de finalisé, je dois communiquer dessus dans des espaces dédiés pour tous et avec des normes finalement très strictes. Hein, tout ce temps informel d'échange, de communication qu'on va avoir avec des collègues, là finalement, il doit être extrêmement formalisé et ça conduit finalement à ce que j'avais observé en termes de standardisation des pratiques. Alors ça, c'est une première limite ou un premier point de vigilance quand on met en place le télétravail, a fortiori le full remote, mais on va le revoir dans beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des aménagements des temps. Finalement, on est obligé de repenser. Alors, on va par exemple beaucoup miser sur les outils collaboratifs pour avoir des espaces partagés, mais on oublie parfois dans les entreprises qu'il faut organiser ces espaces, voilà, c'est pas si simple et c'est pas si spontané que ça, et donc il faut vraiment réfléchir à des règles d'usage, les tester, les expérimenter, se dire tiens, finalement ça fonctionne pas, ça on va le mettre plutôt dans tel espace, ça on va le mettre dans un autre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la messagerie instantanée? Qu'est-ce qu'on va s'échanger par mail? Qu'est-ce qu'on va mettre sur un espace Teams ou sur un SharePoint? Et finalement, voilà, ça nécessite une mise en discussion finalement du partage d'informations qui a souvent été pensé un peu tard, hein, c'est-à-dire qu'on est parti un petit peu vite et on a oublié voilà, qu'il fallait repenser à toutes ces règles. Donc ça, c'est une première limite. Et puis, une autre limite, c'est ce dont je parlais tout à l'heure de responsabilisation. Hein, c'est-à-dire que souvent, quand on assouplit le temps de travail, ou les règles relatives au temps de travail, on va miser sur la responsabilisation des salariés. Alors, on se souvient peut-être, il y a 10 ans, Google misait sur les 20% de temps libre chez ses ingénieurs en disant 20% de votre temps, vous le passez à ce que vous voulez sur des projets perso, alors du développement informatique, mais sur finalement des innovations qui vous tiennent à cœur. Et on n'était pas très inquiet parce que les ingénieurs, quand on les laisse tranquilles, en fait, ils continuent de travailler et ils pensent des innovations. Donc, c'est une forme de responsabilisation qu'on a retrouvée aussi dans les entreprises dites libérées. Il y a aussi quelques années où on a eu une tendance à ne plus compter les temps de congé. Les congés illimités, ça existe encore dans un certain nombre d'organisations. Alors évidemment, ça fait rêver, je peux prendre autant de congés que je veux. Non, parce qu'en fait, il y a une surveillance collective, il y a un sentiment aussi de redevabilité. Et on le retrouve aussi dans le télétravail. On m'a accordé ça, on m'a accordé cette souplesse, je vais prendre sur moi, je vais me sentir redevable. Et finalement, évidemment, je vais pas prendre plus de congés que ça. Je vais finalement rentrer dans une norme tacite. Elle est plus explicite, mais elle est quand même tacite. Et finalement, c'est faire reposer sur les individus cette responsabilité. On peut considérer que c'est une liberté, on peut considérer aussi que c'est une grosse charge parce qu'il va falloir quand même organiser et réguler cette relative autonomie.
D'accord. Donc ça apporte, un éclairage, tout à fait intéressant sur les dessous finalement de ce qui peut apparaître comme étant très innovant et Mmh. comment ça se construit, avec quels impacts aussi et les régulations mises en œuvre. Alors Yoann, un petit peu ta réaction face à ça et peut-être aussi ton éclairage, sur les points de vigilance en termes de santé au travail? Parce qu'on voit beaucoup, si on a pris l'exemple, il y a eu 2 épisodes sur la semaine de 4 jours avec, Mmh. aussi un petit peu, parfois, ça peut trop pris comme la solution appliquée en ne voyant que les avantages sans être vigilant sur les aspects voilà, qui peuvent amener peut-être des problématiques particulières dans les entreprises. Alors, effectivement, il faut toujours avoir, en tant qu'avocat, je ne peux pas vous dire autre chose que ça, évidemment, le réflexe juridique en la matière quand on parle d'aménagement du temps de travail ou d'innovation en matière d'aménagement du temps de travail. Si on prend quelques exemples, la semaine de 4 jours, le forfait jour en réaction à ce qui est évoqué Marie, ou le télétravail qu'on évoquait tout à l'heure, sur chacun de ces sujets, il y a des points de vigilance à chaque fois, et notamment des points de vigilance en matière de santé, sécurité, en matière de conditions de travail pour le collaborateur, mais ça veut dire concrètement aussi des impacts potentiellement juridiques et un risque contentieux pour l'entreprise, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on peut l'aborder auprès des entreprises pour les sensibiliser à cette question. Si je reprends ces quelques exemples, la semaine de 4 jours, effectivement, là, qui est un peu dans l'air du temps à l'heure actuelle et qui retrouve une certaine actualité, alors que c'est un sujet dont on avait parlé il y a plusieurs années, comme le rappelait à juste titre Marie tout à l'heure, qui dit une semaine de 4 jours, dit une compression finalement du temps de travail sur un nombre de jours moins important. Concrètement, un salarié qui est à 35 heures, si je le fais travailler 4 jours par semaine et que chacune de ces 4 journées est égale en termes de temps, ça veut dire que le salarié va travailler quasiment 9 heures par jour, 8h75 pour être exact. Donc, on a déjà, première observation, une journée de travail qui va forcément s'intensifier, puisque le volume hebdomadaire à réaliser reste le même, mais sur un nombre de jours plus réduit. Donc, des journées qui vont être plus longues, 8h75 de travail effectif. Si à ça, j'ajoute une pause déjeuner de 3/4 d'heure ou 1 heure, vous voyez qu'on atteint presque les 10 heures d'amplitude en journée de travail. Si j'arrive à 8h30 au bureau, je vais repartir vers 18h, 18h30. Donc, ça pose la question là, de la conciliation des temps de vie sur les journées de travail, 4 jours par semaine, qui vont être extrêmement intenses. Mais en contrepartie, effectivement, j'ai un jour dans la semaine, alors le mercredi, le vendredi, ça va dépendre des organisations, qui ne va pas être travaillé. Donc, on a effectivement ce risque d'intensification du travail, ce risque d'aggravation de la charge de travail. Et de mon point de vue, et pour en discuter avec un certain nombre d'entreprises à l'heure actuelle, parce qu'effectivement c'est dans l'air du temps, quand on réfléchit sur la semaine de 4 jours, il faut aussi réfléchir à l'organisation du travail, mais également à la charge de travail du collaborateur. Et on peut vite se retrouver limité par un certain nombre de choses, notamment si on veut absolument être sur une organisation du temps de travail sur 4 jours, si il y a une surcharge de travail à un moment donné qui nécessite que le collaborateur travaille davantage, comment on va organiser ce temps de travail supplémentaire. Est-ce qu'on va l'organiser sur la 5e journée de la semaine qui, du coup, n'est plus travaillée, ou est-ce que je vais la répartir sur les 4 jours de travail? Mais si je la répartis sur les 4 jours de travail, l'intensification des journées de travail que j'évoquais tout à l'heure va être d'autant plus grande. Et puis, on va avoir potentiellement une difficulté juridique, puisque par jour, je ne peux pas dépasser en principe 10 heures de travail effectif, sauf à être couvert par un accord collectif de branche d'entreprise qui me permet d'y déroger et d'aller jusqu'à 12 heures. Donc, il y a toute une réflexion à avoir effectivement en la matière. Et puis, cette semaine
de 4 jours, elle peut se trouver couplée avec d'autres sujets. Je pense notamment une organisation du travail sur 4 jours, mais être en même temps travailleur de nuit. Alors là, on a d'autres règles qui viennent à s'appliquer et qui vont contraindre aussi l'entreprise dans les modalités de décompte du temps de travail et dans les plafonds à ne pas atteindre, ou la semaine de 4 jours par exemple, et le télétravail. Là, il y a une vraie réflexion aussi en la matière, parce que on voit que ces deux tendances, elles se rejoignent, et il y a cette difficulté de préserver le collectif de travail également. Prenons l'exemple d'un salarié qui soit à temps partiel ou à temps complet d'ailleurs, peu importe, et qui ne va travailler que 4 jours par semaine, et avec une organisation en télétravail, 2 jours possibles par semaine au sein de l'entreprise. On voit bien que là, on réduit considérablement les temps d'échange, les temps d'équipe, les temps de mise en commun, et potentiellement, ça veut dire que le collaborateur ne va être présent au sein de l'entreprise que 2 jours par semaine. Si j'ai une organisation sur 4 jours et que cette organisation sur 4 jours, elle est roulante, c'est-à-dire que les salariés ne vont pas être tous présents au même moment, et ben potentiellement, pendant une semaine entière, voire plusieurs semaines, je ne vais pas voir du tout certains de mes collègues de travail. Et donc, en fonction de l'organisation des services, en fonction du poste que j'occupe et des interactions que je vais devoir avoir avec les autres membres de l'équipe, évidemment, là, il y a une nécessité comment dirais-je, de coordonner en fait les différentes modalités d'aménagement et d'organisation, puisque c'est pas la même chose, du travail au sein de l'entreprise. Donc là, on voit que on a plusieurs tendances qui se rejoignent, et peut-être que une pérennisation, une généralisation du télétravail qui aurait été mise en place fin 2020, début 2021, à la suite de la crise sanitaire, va être réinterrogée quelques mois plus tard, 2023, avec cette notion de la semaine de 4 jours. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement mouvant, fluctuant, en écho à ce qu'on disait en début d'intervention, parce qu'effectivement, les attentes changent et qu'on doit presque constamment réinterroger l'organisation du travail au sein de l'entreprise, avec des contraintes effectivement juridiques, même si on a beaucoup de possibilités de flexibilité en la matière en passant par le biais de la négociation collective, peut-être on en dira quelques mots, et puis derrière, en toile de fond, une vigilance particulière sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail des salariés, étant précisé d'ailleurs que cette question de la santé au travail, c'est vraiment un thème qui, depuis plusieurs années, monte en puissance pour différentes raisons. La première, c'est que on a des lois successives en la matière et on a une attention particulière portée par le législateur sur les questions de santé au travail, et c'est très bien. Et d'autre part, on a un contentieux prud'homal, donc devant le Conseil de prud'homme, qui a un peu changé, qui il y a quelques années était essentiellement centré sur la question de la rupture du contrat de travail, sauf que on a notamment la barémisation des dommages et intérêts qui a été mis en place en 2017, qui a conduit à ce que les sommes pouvant être allouées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont moins importantes globalement aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. Et donc, ça conduit le salarié, quand il a recours au juge, parce qu'il y a une dégradation de la relation de travail, à venir interroger d'autres thématiques. Et les autres thématiques, c'est le temps de travail, ça fait le lien avec ce qu'on se dit là tout de suite, ça a toujours été le cas, mais également désormais avec les questions de santé au travail. Donc, c'est vrai que vous avez vraiment un regard croisé très, très complémentaire sur toutes ces innovations. Je trouve ça très, très intéressant. Et notamment, ce qu'on peut retenir, c'est toute l'importance de peut-être d'évaluer dans la durée les effets, de s'intéresser au comment. Et peut-être le point commun dans vos deux retours, c'est aussi la vigilance sur les temps collectifs, finalement, qui peuvent vite devenir les parents pauvres, où
voilà, pour avoir eu écho de beaucoup de retours d'expérience sur la semaine de 4 jours, par exemple, ça a été aussi l'optimisation des temps de réunion, suppression des réunions, ou qu'on voit aussi sur la difficulté avec la généralisation du télétravail de pouvoir organiser ces temps collectifs, finalement, qui sont peu anticipés. Donc, on voit un vrai point de vigilance sur les impacts sur la santé et l'organisation collective de travail. Alors, est-ce que... Oui, peut-être des réactions là-dessus. Oui, oui, excuse-moi, Lucia, mais effectivement, ça me fait réagir ce que tu évoques là, avec ces temps collectifs et puis cette identification des temps et ces pertes de temps en commun. euh, c'est réinterroger là, effectivement, aujourd'hui avec la semaine de 4 jours, avec les questions de télétravail, et ça avait déjà été réinterrogé il y a une vingtaine d'années avec la réduction de la durée légale du travail. À Parce que l'époque des forcément, 35 heures, c'est ça. au moment où on est passé de 39 à 35 heures, il a fallu réfléchir à une nouvelle identification des temps. Et il y avait des temps de mise en commun, des temps de convivialité dans l'entreprise qui étaient comptés comme du temps de travail effectif jusqu'alors. On a dit, bon, bah non, non, maintenant on passe à 35 heures en maintenant les mêmes rémunérations. Donc on va être beaucoup plus vigilant sur l'identification des temps. Et si on peut peut-être un peu plus de 20 ans après tirer un bilan des lois Aubry en la matière, peut-être que c'est quelque chose qui avait été, comment dirais-je, peu identifié à l'époque, c'est l'impact sur le collectif de travail parce que on a eu une identification beaucoup plus rigoureuse des temps et donc une intensification en quelque sorte quand même du travail au moment où on se trouvait au travail. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire le lien, mais moi en tout cas, je le fais, une explosion aussi des risques psychosociaux à cette période-là. Et donc quelque chose qui était une avancée sociale, la réduction légale du temps de travail, a pu générer d'autres problématiques. Et si je le dis là pour faire le lien aussi avec ce dont on parle aujourd'hui, d'autres innovations en 2023 que peuvent être le télétravail ou la semaine de 4 jours. Attention aux écueils et effectivement à ce que ça peut aussi générer et qu'on n'aurait pas à identifier spontanément. Alors, dernière question avant peut-être vos propositions un peu de partage d'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'innover sur le temps de travail en France? Peut-être, Yoann, avec ton regard justement de juriste sur les enjeux de négociation, il y a pas mal de changements entre les petites et les plus grandes entreprises. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'expérimenter? Parce que quand on parle d'innovation, on peut être aussi tenté d'expérimenter, de se dire est-ce que je peux revenir en arrière? Voilà, comment je peux tester ou pas, oser tester une nouvelle organisation de temps de travail, si je me mets à la place des entreprises. Alors, est-ce que c'est possible d'innover en matière de temps de travail? Oui, et le législateur aide les entreprises en ce sens, puisque si on reprend la chronologie que j'évoquais tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années, effectivement, on a eu une série de lois successives qui a ouvert progressivement la négociation collective à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient ou pas dotées d'organisations syndicales, que ce soit des petites ou des grandes. Bon, les grandes, elles n'en avaient pas besoin, elles avaient déjà cette culture de la négociation collective. Mais si je prends un exemple très concret, dans une entreprise aujourd'hui de moins de 11 salariés, prenons l'exemple d'une entreprise où il y a 5 ou 6 salariés, il est désormais tout à fait possible, depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, de mettre en place un accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail. Il suffit de soumettre un projet d'accord aux salariés, d'en discuter avec eux et d'organiser ce qu'on appelle un référendum au sein de l'entreprise pour que l'accord d'entreprise soit adopté au sein de l'entreprise et que on innove en matière d'aménagement du temps de travail. Donc effectivement, ça a été très largement facilité. On a eu un double mouvement d'ouverture depuis en particulier la loi du 20 août 2008, c'est-à-dire qu'on a
de plus en plus ouvert les thèmes de la négociation collective au sein des entreprises, et en particulier en matière de temps de travail, parce que le temps de travail, ça a toujours été le terreau de la négociation collective au sein des entreprises, parce qu'on fait du sur-mesure. Et puis, deuxième paramètre de cette ouverture, c'est que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient désormais, quel que soit leur effectif, ont la possibilité effectivement de se saisir de ces questions-là par le jeu de la négociation collective. Et la négociation collective, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, si je suis une petite entreprise, comme on dit, une TPE, je peux organiser un référendum avec mes salariés. Si je suis une entreprise qui est dotée de représentants du personnel, alors, délégué du personnel auparavant, CSE aujourd'hui, comité social et économique, eh bien, je vais pouvoir négocier, conclure un accord avec mon CSE en la matière. Donc, les outils sur le plan juridique, ils existent. Ensuite, est-ce que c'est facile d'innover et d'expérimenter en la matière? Oui, parce que là encore, on a les bons relais, on a les bons outils juridiques en la matière. Il ne faut pas hésiter à expérimenter, il faut s'autoriser à expérimenter en la matière. Et si je le traduis sur le plan juridique, ça veut dire deux choses. La première, ça conduit à s'interroger sur la durée de l'accord. Est-ce que je fais un accord à durée indéterminée ou est-ce que je fais un accord à durée déterminée, avec des enjeux qui ne vont pas forcément être les mêmes? Si vous mettez en place, par exemple, du forfait jour au sein de votre entreprise, faire un accord à durée déterminée, c'est peut-être pas forcément le plus opportun, parce que au terme de votre accord, qu'est-ce que vous faites de vos salariés que vous avez passés en forfait jour, qui vous disent non, mais moi je veux rester en forfait jour, mais vous n'arrivez pas à conclure un nouvel accord pour pérenniser le forfait jour. En revanche, sur d'autres thématiques, ça peut très très bien s'y prêter. Je pense notamment au télétravail, quand on a eu cette volonté effectivement après la crise sanitaire de généraliser le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont insérées dans cette logique d'expérimentation en disant ok, on met en place du télétravail. Il y avait encore quelques petites réticences ici ou là, mais on est dans une logique d'expérimentation et donc on est sur une durée déterminée de l'accord. Donc ça, c'est toujours une question à se poser. Quelle est la durée de l'accord que l'on conclut en la matière? Et puis, c'est aussi la mise en place d'une commission de suivi. Et ça me semble extrêmement important. On a la loi El Khomri que j'évoquais tout à l'heure du 8 août 2016 qui fait désormais de l'instauration d'une commission de suivi une clause obligatoire de l'accord d'entreprise. Donc on a de toute façon cette obligation légale en quelque sorte. Et cette obligation légale, elle est extrêmement utile parce que un accord d'entreprise et en particulier en matière d'aménagement du temps de travail, ça vit. Ça ne reste pas figé dans le temps. Ça se réinterroge de manière extrêmement régulière. Et l'écueil, de mon point de vue, qu'il faut éviter, c'est ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années au moment du passage à 35 heures, où effectivement, quasiment toutes les entreprises ont conclu des accords d'entreprise en la matière d'ARTT, comme on disait à l'époque, d'aménagement et de réduction du temps de travail, parce qu'il fallait effectivement mettre en place des choses. On a conclu des beaux accords qui ont été rangés dans des tiroirs et qui ont pris la poussière et dont personne ne se souvient aujourd'hui. Donc, effectivement, avoir cette vigilance de réinterroger le système qui est en place au sein de l'entreprise, ça me semble extrêmement important. Et ça passe aussi, j'en terminerai par là, par la question de la formation des acteurs au sein de l'entreprise, parce qu'on parle là de sujets qui sont extrêmement techniques sur l'identification des temps, les modalités de décompte du temps de travail, les traductions en paye. Il y a des enjeux forcément pécuniers pour les salariés. Donc, c'est un sujet technique qui nécessite que tout le monde soit bien outillé au sein de l'entreprise et qu'autour de la table, tout le monde ait le même degré d'information. Et de faire le lien avec les enjeux de santé au travail que tu citais aussi, donc d'avoir aussi le niveau de formation et d'approche de santé au travail de façon concertée
pour faire ces liens. Merci, Johan, pour tous ces éclairages. Je pense que ça aidera les entreprises aussi à se dire, bah, on peut tester, on a les outils pour oser voilà, innover aujourd'hui avec tous les points de vigilance. Marie, tu indiquais tout à l'heure que ton objet de travail et de recherche était aussi sur les outils numériques. Est-ce que tu peux peut-être nous partager quelques éléments sur les outils numériques en lien avec le temps de travail peut-être? Oui, mais en fait, j'ai envie aussi de Réagir. rebondir sur ce qu'a dit Johan, parce qu'en effet, on a une palette d'outils, hein, et ils viennent du législateur. On a des outils juridiques, on a des outils numériques, et finalement, toute la question est comment on s'en saisit, qu'est-ce qu'on en fait, hein, voilà, c'est des moyens, c'est des leviers qui vont pouvoir être activés à condition qu'on les connaisse et qu'on sache aussi les maîtriser, hein, et leur faire dire ce qu'on a aussi envie de leur faire dire. Alors, c'est peut-être plus difficile pour le, pour le juridique, je me prononcerai pas là-dessus, mais pour le numérique, c'est vraiment toute la question est vraiment là, hein. Il n'y a pas d'impact. En tant que sociologue, on m'interroge souvent sur les impacts du numérique sur les conditions de travail, et il n'y a pas d'impact, hein. Il y a véritablement de l'appropriation, c'est-à-dire finalement faire de ces outils numériques ce qu'on a envie d'en faire, les mettre au service de projets, alors oui, d'expérimentation, d'innovation, de mise en discussion. Finalement, on n'a pas parlé de la déconnexion, hein, mais par exemple la déconnexion, c'est un sujet qui est, hein, proposé par le législateur. Il est dans l'accord national interprofessionnel, mais très peu d'entreprises concluent des accords, et même quand il y a un accord sur la déconnexion, il est très peu suivi des faits, hein. Donc ça va se traduire comment? Bah, j'envoie un mail avec un petit dans ma signature un petit message pour dire vous n'êtes pas obligé de répondre après 20 heures. C'est quand même voilà quelque chose qui ne suffit pas en soi, hein, pour parler de déconnexion. Ça veut bien dire que au-delà des accords, il y a véritablement un besoin encore une fois, de régulation et de fixation de normes, mais pas, enfin, voilà, pas de normes juridiques, mais de normes, j'ai envie de dire presque sociales, hein, se dire jusqu'où je suis obligé de répondre à un mail parce que je sais que mon chef m'écrit jusqu'à 20 heures. Est-ce que c'est un bon signal de lui répondre? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au collectif? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'évaluation? Qu'est-ce que ça veut dire sur la mise en visibilité de soi, hein, parce que le numérique, il a aussi cette capacité à laisser des traces, et là aussi, hein, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça permet parfois de contester, de dire non, voilà, j'ai fait ça, alors on sait aussi cette tendance à mettre tout le monde en copie chaque fois qu'on envoie un mail pour laisser des traces, hein, mais c'est aussi une manière voilà, de se rendre visible avec une sorte de surenchère comme ça, hein, qu'on peut voir. Je parlais des outils collaboratifs, hein, on sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs sur les chats, sur ces outils de partage que d'autres. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Finalement, ce numérique, hein, il permet de s'en saisir pour mieux gérer justement ces ambivalences, cette disparition possible des collectifs si on n'a pas tous le même temps de travail. Il est utile aussi pour le management. On n'a pas parlé des transformations du management, mais ça a fait aussi coller beaucoup d'encre, hein. On a dit qu'on allait passer à un management par la confiance avec le télétravail. Mais il faut l'outiller, hein, ce management par la confiance, et pas par des outils de contrôle, mais véritablement par tout un tas de mesures et de postures qui doivent évoluer. Donc tout ça pour dire que on a des outils qui viennent du législateur, on a des outils qui viennent du numérique, on a des événements, hein, quelle est notre capacité à innover? On a vu que c'est finalement une crise sanitaire, hein, qui a permis de finalement d'innover énormément sur ces questions de temps de travail, sur ces questions de numérique. Ça a remis aussi ces questions de sens au travail sur le devant de la scène. Donc j'ai envie de dire, la capacité d'innover, elle est aussi parfois sous contrainte, hein, voilà, parce que c'est finalement quand on est
bien obligé de réinventer les choses, qu'on va être innovant. Et puis la capacité d'innover, elle vient parfois de contraintes posées par le législateur, posées par la crise sanitaire, donc par des éléments extérieurs. Elle peut venir par le numérique, qui est une opportunité, qui est aussi parfois une contrainte, parce que c'est pris dans un discours où on a l'impression qu'on est sommé finalement de se digitaliser et qu'il y a une course contre la montre à la digitalisation. Alors ça, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il y a des discours aussi. Je plaisantais un petit peu sur le discours sur les jeunes générations, mais c'est un vrai moteur d'innovation, et il est porté par des consultants, il est porté par voilà une presse qui nous dit des choses, et finalement tous ces discours, ils ont un effet qu'on appelle performatif, c'est-à-dire que finalement, à force de le dire, ça se concrétise, à force de dire que les jeunes cherchent du sens au travail, les entreprises se disent mince, il va falloir réfléchir à la question du sens au travail. Donc c'est finalement aussi une bonne chose d'avoir ces discours, même s'ils n'ont pas un fondement sociologique, ils peuvent aussi aider à faire avancer les choses. Donc les outils sont là. La question, c'est comment on s'en empare, qui s'en empare, évidemment, et est-ce que ça fait l'objet d'un dialogue, d'une mise en discussion, et pas de décisions unilatérales, avec évidemment des irréversibilités, parce que on a envie de dire on expérimente et puis on verra bien, mais souvent la logique, c'est on expérimente pour généraliser. Moi, je le vois dans le déploiement d'outils numériques, les phases pilotes, elles sont souvent assez courtes dans le temps, et on sait très bien que on va déployer très rapidement. On se donne pas tellement le temps du retour, et ça, c'est vraiment un problème qu'on va retrouver dans plein d'aspects de la conduite de projet. C'est ce temps qu'on doit se donner, d'évaluer, de mesurer, de laisser aussi du temps au temps, parce qu'on est toujours très très pressé, mais laisser le temps de la discussion, de l'expérimentation, ça me semble être la clé de la réussite, et tenir compte des spécificités de l'activité. Ne pas partir sur des grandes généralités, mais partir de l'activité, ce que les ergonomes appellent le travail réel, l'activité en train de se faire, qui n'est pas l'activité prescrite, qui n'est pas l'activité des fiches de poste. Et quand on met en place des outils informatiques, souvent on les met en place par rapport à une vision complètement idéalisée et irréelle de ce que c'est que le travail concret, de la manière dont il se déroule, et donc partir vraiment d'une analyse de l'activité, d'une compréhension de ce que c'est que le travail et du sens qu'il a et des aspirations concrètes des salariés pour réfléchir à ces innovations. Ça mène plusieurs points clés que tu soulèves, donner le temps, de l'expérimentation, de la discussion, la notion de concertation, la co-construction, et également à partir de l'activité réelle de travail. C'est un petit peu quelques enseignements, en tout cas peut-être, on va dire, recommandations, ou en tout cas points d'intention, bonnes pratiques que tu partages, du coup, avec peut-être ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment, en fait, quand on regarde la satisfaction des salariés par rapport au temps de travail, ce qui importe, c'est pas l'organisation du temps, c'est pas s'ils ont 4 jours, c'est pas s'ils ont des forfaits jours, etc. C'est est-ce qu'ils ont la main. Est-ce qu'ils peuvent planifier ce temps? C'est très important d'avoir une visibilité sur le temps de travail. Est-ce que on peut aménager aussi son temps? Est-ce qu'on peut revenir en arrière, etc. Donc c'est vraiment garder la main qui est source de satisfaction. Donc maîtriser le temps, faire en sorte que ça aille avec une certaine autonomie de travail, et puis penser de manière un peu systémique tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, transformation des temps, transformation du management, transformation des espaces aussi de travail, ne pas se dire tiens, on va passer en flex office, et puis du coup on va mettre la semaine de 4 jours, comme ça ça va libérer des espaces et tout le monde va être content, voilà, il faut vraiment réfléchir
à ce que ça signifie aussi de transformer des espaces, ce que ça signifie aussi en termes d'espace de travailler chez soi, et garantir aussi des conditions de travail satisfaisantes à domicile. Et puis penser aussi les collectifs, le management, penser aux outils qu'on va mettre en place et aux règles d'usage de ces outils. Tout ça, idéalement, si ça peut tout ça être pensé ensemble et de manière systémique avec ce souci du sens et de la santé au travail. Et Yoann, de ton côté, est-ce que tu as quelques enseignements que tu souhaiterais partager ou points à partager avec les entreprises qui nous écoutent et qui souhaiteraient un peu franchir le pas de l'innovation sur le temps de travail? Moi, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Marie, et je pense que au travers là de l'heure qu'on vient de passer ensemble, il y a un certain nombre de points qu'on a déjà abordés, et si on doit les synthétiser, peut-être s'autoriser à expérimenter, avoir une vigilance particulière effectivement sur les impacts en matière de santé au travail, et ça veut dire aussi s'adjoindre les bonnes compétences en la matière. Je pense notamment aux médecins du travail et plus globalement aux services de prévention et de santé au travail qui ont forcément la compétence en la matière. Une concertation qui me semble absolument nécessaire dans la phase de réflexion, tant avec les représentants du personnel qu'avec les salariés eux-mêmes, à adapter forcément en fonction de la réalité et de l'effectif de l'entreprise. Et puis, la question de l'évaluation qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, du suivi, de l'évaluation régulière pour ajuster, s'apercevoir qu'effectivement, on avait imaginé quelque chose et que dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme on l'avait imaginé. Ce n'est pas grave, c'est pas un gros mot de dire qu'on s'est trompé et qu'il faut corriger les choses. Là, je pense qu'il y a presque une culture en la matière à faire évoluer. Puis peut-être pour en terminer sur cette question, c'est effectivement, mais Marie l'a très bien exprimé tout à l'heure, la nécessité de faire du sur-mesure. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution en matière d'aménagement du temps de travail, il n'y a pas de formule magique. Moi, quand un client vient me voir sur ces questions-là et me dit « Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que font les autres entreprises ?» Les autres entreprises, elles font quelque chose qui ont du sens pour elles au regard de leur secteur d'activité, de leurs contraintes, de leurs impondérables, de leurs salariés, de la pyramide des âges au sein de l'entreprise. Enfin, il y a un ensemble de facteurs à prendre en considération. Et une entreprise, si on prend deux entreprises, quand bien même elles ont à peu près la même taille et elles sont dans le même secteur d'activité, eh bien, elles ne vont pas forcément mettre en place le même dispositif d'aménagement du temps de travail. Donc, de mon point de vue, la clé de la réussite, eh bien, c'est la personnalisation, en fait. C'est le sur-mesure, c'est faire quelque chose qui correspond à une réalité au sein de l'entreprise à un moment T. Et cette réalité, comme on disait, elle peut aussi évoluer avec le temps. Et généralement, elle évolue avec le temps. Et donc, on la fait également évoluer à mesure que les paramètres initiaux eux-mêmes ont évolué. Merci à Marie et Yoann d'avoir partagé leur regard et leur retour d'expérience sur le sujet. Ce que je vous propose de retenir de cet épisode, c'est que des outils sont présents pour les entreprises pour innover et expérimenter sur le temps de travail, mais qu'il n'existe pas de solution toute faite et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue les enjeux de santé au travail. Pour cela, rien de tel que d'évaluer et de s'autoriser à ajuster dans la durée avec les représentants du personnel et ou les salariés. Enfin, la notion de choix et de marge de manœuvre sur son temps de travail reste une ressource essentielle. Rendez-vous pour la série 2, une série estivale consacrée à des retours d'expérience à l'international, pour voyager et picorer des graines inspirantes hors de France. Cette nouvelle série débutera dès le mois de juillet prochain avec un retour d'expérience en provenance de Bruxelles, de mise en place des New Ways of Work, nouveaux modes de travail, au sein d'un service public depuis plus de 10 ans maintenant. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées
Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente.